Oui, donc bonjour. Ben, on reprend le TD3 là, donc sur le pricing et puis la titrisation. Alors, du coup, on avait déjà vu un petit peu comment on arrivait à donner un prix. Et puis, on avait vu le modèle aléatoire de taux de Vasicek. Et là, maintenant, on va regarder s'il y a d'autres modèles et puis on va parler de la titrisation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modèles? Oui, il y en a pas mal. Et donc ici, ben voilà, ce que je vous montre ici, c'est qu'il y a le modèle de Cox-Ingersoll-Ross. Et du coup, si vous regardez par rapport au modèle de Vasicek, c'est dr de t égale a, b moins r de t dt plus sigma, racine de r de t dwt. Donc une loi normale centrée réduite, un brownien géométrique. Alors, racine de r de t, ça permet quoi? Ça permet que finalement, la volatilité du taux court, ce n'est pas sigma, mais c'est sigma racine de t. Donc, vous voyez, plus R de t est petit et proche de 0, bah, plus sigma racine de t va être faible. Donc, moins on aura de variations. Et du coup, on aura dans un modèle comme Cox-Ingersoll-Ross, on générera moins dans les scénarios de taux, par exemple, de taux négatifs. Alors, après, ce qui se passe, c'est que en général, un aléa, c'est bien, mais on aime toujours en rajouter. Alors, on aime toujours en rajouter pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que par exemple, si on dit qu'on s'intéresse à l'option de remboursement anticipé dans un crédit, on sait bien financièrement que cette possibilité de rembourser par anticipation dépend souvent, est-ce que d'autres banques vont me faire un crédit? Et si d'autres banques me font un crédit, à quel taux? Et les banques font des crédits à long terme sur un taux long. Donc, ce n'est pas le taux court qui diffuse qui va dire quels seront le taux qui seront pratiqués par les banques concurrentes. Donc, on aimerait bien avoir un modèle où on a à la fois le taux court et puis le taux long. Hein, à chaque instant, on a une idée du taux court et du taux long. Alors là, une autre idée qui pousse à faire ça, c'est de se dire, si on regarde la structure par terme des taux d'intérêt, aujourd'hui, elle a une forme donnée, demain, elle a une autre forme, donc je peux étudier les variations de cette structure par terme des taux. C'est ce qu'on appelle faire une analyse en composantes principales de la déformation de la structure par terme des taux. Et là, on se rendrait compte qu'avec un seul facteur, on va expliquer que 60% des déformations qu'on observe historiquement. Alors que si on prend deux facteurs, on va expliquer plus de 90% de ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'avec deux aléas, on pourrait arriver à expliquer 90% de ce qui se passe sur les chocs sur la structure par terme des taux. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme modèle le plus simple? Regardez, on va s'inspirer de Cox-Ingersoll-Ross. Vous n'avez qu'à voir le modèle de Brannan-Schwarz. C'est dr égale a, et vous voyez, ce n'est pas b, mais b, il est pris comme un taux, ok, on l'appelle L, mais il pourrait s'appeler b, hein, ça n'a aucune importance. Donc, on l'appelle L ici, c'est une notion du taux long, hein, et vous voyez, c'est le même modèle que Cox-Ingersoll-Ross, sauf que L, il est aléatoire. Donc, L, il diffuse, et L, il diffuse, la variation de L, dans le temps, c'est sigma 2 dWt. Donc, on a un autre brownien. Donc, le premier, le taux court, il diffuse avec un brownien. Le deuxième, il diffuse avec un autre brownien. Et puis, on a une corrélation ρ entre les deux browniens. Voilà. Alors, sous XL, la question, elle est comment générer deux aléas avec une corrélation ρ. Ce n'est pas très compliqué sous XL. Il suffit de se rappeler que voilà, on a un premier brownien, c'est une loi normale centrée réduite, une deuxième variable aléatoire epsilon2 qui suit une loi normale centrée réduite, et puis du coup on a une corrélation nulle entre les deux bruits. Et puis on se dit, est-ce qu'on est capable de fabriquer un troisième bruit epsilon3 qui soit A fois le premier plus B fois le second, et ce qu'on voudrait, c'est que la corrélation entre le premier bruit et le deuxième bruit soit ρ. Donc ρ entre epsilon1 et epsilon3 soit ρ. Et puis on voudrait construire un epsilon3 qui soit aussi une loi normale 0. Et si on écrit ces deux conditions, ça fait deux conditions. On a deux inconnus A et B. On va trouver
que A vaut ρ et B vaut 1 moins ρ. Donc, il suffira d'exprimer epsilon3 comme ρ epsilon 1 plus 1 moins ρ epsilon 3. Bon, on peut regarder maintenant ce que ça ferait sous XL. Alors, sous XL, si je voulais programmer ça, moi, je vais le faire ici. Si je prends une loi normale centrée réduite, donc sous XL, c'est loi normale, point standard, point inverse de aléa. Ça nous simule une loi normale centrée réduite. Si j'en simule une autre à côté, vous voyez, à chaque fois que je fais F9, je vais avoir un tirage dans la loi normale, un tirage dans l'autre loi normale. Et le tirage qui est fait dans cette cellule-là ne sait pas ce qui a été fait dans l'autre cellule. Donc, en gros, il n'y a pas de corrélation entre les deux bruits. J'ai créé deux lois normales 0,1 avec une corrélation nulle. Maintenant, je voudrais créer, on a dit, avec un coefficient ρ, par exemple, ρ égale 0,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre égale 0,5 fois la première variable aléatoire plus 1 moins ρ, 1 moins 0,5, donc ça fait 0,5 fois le deuxième bruit. Et du coup, vous voyez, voilà, j'ai fabriqué une loi normale centrée réduite, epsilon 3, à partir des deux bruits avec une corrélation nulle. Donc, celui-là, il a une corrélation ρ avec epsilon 1. Voilà. Donc, vous êtes capable de fabriquer des lois avec des corrélations et du coup, après, vous pouvez simuler si vous voulez utiliser le simulateur XL. Alors, on va réfléchir un petit peu à la titrisation. Je vais vous en parler rapidement. Et du coup, cette titrisation, alors, qu'est-ce que c'est la titrisation? Je vous rappelle ce qu'on a vu en cours. Cette titrisation, c'est un peu vieux comme le monde. Les premiers qui l'ont inventé, c'était quand les rois et puis les chevaliers ils partaient faire les croisades. Ils disaient à quelqu'un de confiance, donc en anglais, ça se dit trusty. Je te confie le château et puis du coup, tu gères mes terres et mon château. Donc, c'est les actifs. J'ai une terre et des châteaux. Et puis, il y a des bénéficiaires, c'est ma femme, mes enfants, et puis je peux avoir d'autres bénéficiaires. Et je dis au trustee, je te donne les règles du jeu, comment tu vas gérer ces affaires-là et les revenus qui vont être issus des terres, etc. Et du coup, à mon retour, je vais reprendre la gestion. Et ça s'est développé. Et du coup, on a créé une structure juridique pour faire ça après coup. On s'est dit, tiens, ça peut servir à d'autres choses. Donc, on a créé ce qu'on appelle les trusts. Et du coup, et c'est dans ces trusts, on va pouvoir, c'est une forme juridique dans laquelle on va pouvoir loger des actifs. On met des actifs dedans et puis on définit des bénéficiaires et puis on définit un trustee, un homme de confiance qui applique des règles définies par avance. Qu'est-ce qui va se passer avec les actifs du trust et puis l'argent qui provient de ces actifs. Voilà. Donc, si on met des créances dans ce trust, ça peut être bien pratique. Ça veut dire qu'une banque, elle va créer un trust, elle va mettre des créances dans ce trust et puis les revenus des créances, elle peut dire, tiens, il y a des bénéficiaires, je crée des titres, des parts. C'est pour ça qu'on appelle des titres des securities. Donc, si c'est des prêts hypothécaires, ça se dira mortgage-backed securities. Et puis, du coup, je dis, voilà, c'est plus à moi, ça appartient à cette entité juridique et puis qui va donner l'argent aux bénéficiaires. Quand les gens vont rembourser le crédit, l'argent, on leur redonnera sous une forme ou une autre. Voilà. Donc, cette titrisation, elle sert énormément. Elle sert à rendre liquide à l'intérieur d'un bilan bancaire les crédits et puis elle peut servir à plein de choses. Alors là, j'ai fait juste un petit exemple pour vous montrer comment on peut envisager certains mécanismes. Et du coup, là, je suis parti sur le fait que l'État français voudrait faire des prêts pour gérer la transition énergétique. Donc, il faut faire des prêts aux particuliers pour qu'ils achètent des chaudières bois, tout ce que vous voulez. Et du coup, on leur fait des prêts.
par exemple, on leur prête le 30, là c'est un TD que j'ai fait l'année dernière, donc le 30 novembre 2019, l'État français prête 50, bon, c'est pas 50 milliards, hein, mais 50, mettons l'unité, ça ferait 5 milliards. Donc prête une certaine somme, mettons 50. Et puis, comme il y a une ristourne de 50%, c'est un prêt à 0% qui est fait. Et du coup, les gens, ils rembourseront sur 15 ans. Mais sur 15 ans, ils rembourseront que 25. Ils remboursent que la moitié. Donc, non seulement c'est un prêt à 0%, mais plus que 0%, puisque la moitié des échéances, on en fait cadeau. Donc, vous voyez, ça vaut le coup. Ça peut lancer facilement la transition énergétique avec un gros cadeau de l'État. Et supposons que l'État veut faire ça, chaque année, il veut faire 50 de prêts pendant 15 ans, de 2019 à 2033. Et donc, chaque année, les gens vont devoir repayer la moitié d'une échéance normale d'un prêt à 0%. Donc, comme c'est sur 20 ans, il va falloir qu'ils payent un vingtième de 50, donc ce qui ferait 2,5 chaque année, mais comme on leur en fait payer que la moitié, ils payent 1,25. Donc voilà ce qu'ils vont payer. Et du coup, avec ça, on espère relancer la transition énergétique. Alors avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux très bien dire, voilà, ces flux futurs, parce que cette année-là, je fais 50, je prête 50, puis l'année prochaine, je vais prêter 50, et puis l'année d'après, je vais prêter 50, je vais prêter 50 pendant 15 ans. Donc, tous ces flux futurs, je les mets dans un trust. Donc, en anglais, le trust pour la titrisation, ça s'appelle Special Purpose Vehicle, un SPV. En français, c'est un fonds commun de créances. Donc, je les mets dans un fonds commun de créances. Et donc, finalement, tous ces flux vont être affectés à des titres. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est on crée plusieurs classes de titres. Alors là, vous voyez, j'ai créé plusieurs classes de titres. J'ai créé au début un titre 10 millions d'euros à 7 ans. Donc, quelque part, j'ai 10 millions d'euros, je vais émettre un titre et du coup, les gens vont avoir des échéances parce qu'on va leur amortir leur tranche et puis on va leur verser des intérêts. Alors, supposons qu'on leur verse 1% d'intérêt. Donc là, au début, on n'amortit pas la tranche, on est en t égale 0, t égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et du coup, le capital restant dû, on va faire en sorte qu'il varie comme ça. C'est moi qui ai créé les tranches. Je suis en train de faire ce qu'on appelle du montage financier. Et puis, les intérêts, c'est 1% des 10, donc ça fait 0,1, puis après, ça fait moins, donc on a l'échéance. Donc finalement, on a ce qu'on va payer à cette tranche à 7 ans de 10 millions d'euros à 1%. Donc, on trouve quelqu'un qui l'achète, qui est tout content de recevoir ses flux. 1%, c'est un bon taux d'intérêt aujourd'hui. On va faire une tranche plus longue, à 17 ans, de 100 millions d'euros à 1% du même tonneau. Et puis, on va faire une tranche à 28 ans de 96 millions d'euros à 1%. Donc, j'ai calculé les flux. Et puis, on va faire une tranche Z qui va recevoir une partie, la différence entre l'argent qui provient des crédits. Donc, des crédits, on va recevoir le fonds commun de créance ou le SPV va recevoir chaque année le montant total du flux du crédit qui est indiqué ici. Ici, j'ai calculé le total du flux du crédit. Donc là, on a le total du flux du crédit, l'argent qu'on reçoit. Donc, on reçoit et on part d'une certaine trésorerie. Donc, au début, dans ce fonds commun de créance, on a mis 4 millions d'euros. Donc, on a mis 4 millions d'euros, on reçoit 1,25 des crédits, ça fait 5,25, et puis on paye 2,06 € pour les parties trisées. Les parties trisées, on doit leur payer 2,06 € et il reste 3,16 € en trésorerie. Donc, on va avoir une trésorerie dans ce fonds commun de créance. Et puis, on a une part Z, et la part Z, on dit, alors comment je l'ai programmé? Vous voyez, j'ai programmé que si la trésorerie est supérieure à 4, c'est-à-dire si la trésorerie est supérieure à 4, à ce moment-là, on peut verser de l'argent
on peut verser l'excédent au-dessus de 4, on le verse à la tranche Z. Et sinon, on ne verse rien. Ça veut dire qu'on garde une trésorerie dans le fond. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Et puis, finalement, vous voyez bien que la trésorerie, elle va être rémunérée. Alors, la trésorerie, la trésorerie, elle est rémunérée comment? Ben, elle est rémunérée au taux court. Et taux court, ben là, on a repris le modèle de Vasicek, là. Et du coup, la trésorerie va être rémunérée au scénario de taux court. Donc, pour un scénario de taux court, ben voilà, je rémunère ma trésorerie, etc. et je paye mes parts. Et là, ici, ben, vous voyez ce que ça donne ici. Donc, je vous ai mis les flux des différentes parts. Et là, vous voyez, ben, si je fais F9, je recalcule pour un nouveau scénario de taux d'intérêt. C'est comme vous pouvez aller voir ce qu'on a fait au début du TD, hein, dans la vidéo précédente. Du coup, vous voyez, les montants des parts vont varier parce qu'on va pouvoir payer plus ou moins la tranche Z s'il y a assez d'argent en fonction des taux d'intérêt. Puis la trésorerie, elle est aléatoire puisque sa rémunération est aléatoire. Donc, vous voyez, je suis capable de calculer qu'est-ce qui va être payé aux différentes tranches. Donc, vous voyez, il y a la tranche A, la tranche B, la tranche C. Il y a tranche A, c'est la bleue, la tranche B, c'est la rouge, la tranche C, c'est la verte. Et vous voyez, au début, on paye que de la tranche C, on va lui payer que sa part d'intérêt en vert, et puis après, on va l'amortir. Et puis, de temps en temps, quand il y aura assez d'argent, on paiera un petit peu de la tranche Z. Et puis, en fait, on finira par tout donner à la tranche Z. Vous voyez, là, je n'ai pas intégré le fait qu'il pourrait y avoir des pertes sur une proportion de crédits qui sont en perte et puis qu'il y ait des remboursements anticipés. Je n'ai pas intégré tout ça. Mais vous voyez qu'on va pouvoir faire calculer en fonction de différents scénarios qu'est-ce qu'il arrive sur les versements en flux aux parts. Et ce que je vous ai montré aussi, ce que vous pouvez aller voir, c'est qu'est-ce que peut faire l'État. L'État, ce qu'il peut faire, c'est de se dire combien j'ai récupéré de la titrisation, parce qu'il a mis les crédits futurs qu'il va faire, il a mis les revenus des crédits futurs en titrisation. Ça veut dire qu'il les a vendus, aux porteurs de parts. Mais comme il les a vendus à un certain prix, on a les prix ici, donc il récupère 202. Il récupère 202 parce qu'il récupère 100 millions ici, 100 millions de la tranche 17, 10 millions de la tranche 7, 96 millions de la tranche 28. Donc, il récupère la somme, ça fait 202. Si vous enlevez les 4 millions de trésorerie qu'il doit mettre au pot au démarrage. Donc, finalement, il récupère 202 parce qu'il a titrisé les crédits futurs. Vous voyez, on peut titriser des crédits futurs qu'on n'a pas encore fait. Et puis, ensuite, l'État… Là, je parle des flux pour l'État. Il va recevoir, donc c'est positif, et il va devoir financer les crédits, puisque son objectif, c'est de faire des crédits verts chaque année. Donc, chaque année, il fait pour 50 de crédits, donc c'est moins 50. Il doit financer des crédits pour financer la transition énergétique. Et par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter des obligations à 0%. Alors, sur le marché, aujourd'hui, supposons que les taux sont à 0, il va acheter des obligations à 0% qui va rembourser sur 15 ans. Et du coup, sur 15 ans, si c'est à 0%, et s'il veut avoir des flux de plus de 50 chaque année, il faut qu'il paye 750. Donc, il peut trouver une obligation aujourd'hui qu'il achète 750 et puis qu'ils vont lui donner des flux de 50 tous les ans pendant 15 ans. Et vous voyez que j'ai mis ça pour que ça compense ce qu'il doit payer pour financer les crédits verts qu'il fabrique. Donc là, il doit payer 50 et puis là, il reçoit 50. Mais pour ça, il faut qu'aujourd'hui, il paye 750. Et alors, je suis parti pour avoir je me suis dit comment on peut fabriquer des flux nets qui soient constants. Et bien à ce moment-là, il va falloir que là, il émette une obligation à 0%.
Donc, lui, en tant qu'État, il peut très bien émettre une obligation à 0%. Et comment je l'ai calculé? Je l'ai calculé comme, ben voilà, il reçoit de la titrisation de 202 euros, hein, mais il achète pour 750 euros d'obligation, donc il n'a pas l'argent au début. Donc, pour obtenir l'argent, ben, il faut qu'il finance la différence. Donc, il va financer la différence. Ça veut dire qu'il va émettre des obligations, donc il va récolter 748 euros. Il va lancer la titrisation, donc il va récolter 202. Donc, il va récolter en tout 750. Et avec les 750, il achète des obligations à 0%, l'État, et puis qui lui donneront ces montants-là. Or, s'il émet une obligation à 0% sur 15 ans, ben voilà les flux qu'il va falloir qu'il rentre chaque année. Hein, c'est donc 548 divisé par 15, puisque les taux sont à 0. Donc, vous voyez, il achète des obligations, il émet des obligations. À la limite, il peut en émettre moins. Mais je vous ai décomposé le calcul et le mouvement. Il suffit qu'il en émette, il n'en achète pas pour 750, puisqu'il doit en émettre pour 548. Donc, il en achète pour moins. Et du coup, avec ça, s'il fait toutes ces opérations, ben vous regardez, le flux net, ça va être un flux constant finalement. Ça va lui coûter quelque chose de stable. Ça va lui coûter 37 tous les ans. Donc, il a réussi à faire quelque chose qui lui coûte un certain montant tous les ans. Et du coup, il échappe au risque de taux. Il profite du fait que les taux sont à 0%. Et du coup, même si les taux montent, il pourra toujours financer ses 50 de crédit parce qu'il a fabriqué. Donc, il s'est immunisé contre les variations des taux. Si demain, les taux ils flambent à 10-15%, ben lui, il a géré pour 15 ans, il a assuré qu'il pourra financer 50 de crédit vert. Voilà. Donc, ça vous montre un peu ce que c'est que la titrisation et puis ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle le montage financier. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.